j'arrive chercher mon fils à la fête de François, Son fils de Laurence. Fait que tu vas chercher ton fils à la fête de son fils. Voilà, parce que moi et Laurence, on habite à 5-6 minutes à pied. Ouais. Puis là, je m'en vais chercher mon fils, puis qui vient pas chercher son fils en même temps? Ah oui? Qui me regarde, puis qui dit « Hey, salut, Ben, t'es encore au Verbe? » Je dis « Oui, je suis encore au Verbe. » Il dit « Puis le virage socialiste, communiste du Verbe. » Je dis « Ouais, tu me connais, Olivier, je travaille à ça. Je suis cheville ouvrière du virage communiste du Verbe. » Puis là, je suis comme un peu « Ouais, OK, puis c'est bon. » Puis là, je dis « Mais là, tu sais, on a quand même une entrevue avec Rémi Brague dans le numéro spécial qu'on vient de sortir. On en fait un sur la contemplation bientôt. Je pense que tu vas trouver ton compte. » Fait comme quoi, le Verbe peut rejoindre différentes personnes. En fait, notre devise, nous, c'est Charles Péguy qui dit « La justice consiste à déplaire à 1/5 de nos lecteurs, mais que ce soit pas toujours le même 5e. » Il y en a qui te font plus sentir quand on leur déplaît, là. Oui. C'est ça. C'est un peu comme quand le pape va pas dans le sens des Américains, ben il chiale tout le temps, mais évidemment, on peut pas avoir toujours le pape qui va dans le sens qu'on voudrait, non? Voilà. Ben ça aussi, on va tout le temps dans le sens du pape. C'est peut-être ça la clé, Laurence? C'est ça. OK, merci. M'a dire, comme tu dis, bonne émission, Laurence. Benjamin Boivin et Michael Grenier, un invité cette semaine. Bienvenue à cette émission. Bien, merci de me recevoir, James. Ça fait plaisir d'être là. Je passe sous silence l'excellentissime Laurence Godin-Tremblay. Merci. Avec qui va nous éclairer de sa sagesse au sujet d'un livre que tu as lu, NPC, de Essai sur la fabrique du conformisme. C'est ça. On va parler aussi cette semaine de la fameuse constitution qui a été écrite sur dont le gouvernement a produit des napperons, là. Ouais, du bon stock. Des napperons. Il pourrait faire ça. Si la CAQ voulait vraiment être populiste, là, il ferait faire des napperons en papier chez Normandin. Ben oui, mais il va les distribuer, c'est ça. Moi, quand je pense à napperons, c'est ça qui me vient en tête. Non, c'est quand même bon. Je sais pas d'où ils ont pris ça. Peut-être qu'ils font des napperons pour tous les projets de loi depuis des années. On l'a jamais su, mais je trouvais ça très amusant, moi, d'aller sur le site web du gouvernement du Québec ce matin pour aller comme m'informer sur le sujet de cette chronique, parce qu'après tout, il faut quand même un peu faire semblant. Et là, j'ai trouvé de très utiles et très, très joliment monté napperon. Là, tu cliques, il est écrit napperon. Oui, puis là, ça résume bien... Ça résume le contenu de la Constitution qui a été produite... c'est comme tu disais, hein, c'est comme si ça a été écrit sur une napkin. Puis là, finalement, la version propre, c'est sur le napperon. On va parler aussi avec... De la napkin au napperon. Avec Michael du passage, justement, de l'écrit à l'oral. Là, la CAQ fait l'inverse. Eux autres, ils passent de l'oral à l'écrit. Mais on va revenir un peu sur notre numéro spécial Récit qu'on vient tout juste de lancer. Numéro que tu as piloté, Benjamin, puisqu'il le faut. Comme toujours, avec brio. Revenons à cette histoire de constitution, là. On en est où, Benjamin, dans l'état actuel des choses? Le gouvernement, la CAQ a présenté son projet de loi. C'est quoi les prochaines étapes? Écoute, ça fait des années au Québec qu'il y a un discours latent là, sur l'idée qu'il faut avoir une constitution interne. Il y a plusieurs entités fédérées en Amérique du Nord qui en ont. Plusieurs États américains, la plupart ont une constitution. Donc, on s'est dit, pourquoi pas avoir une constitution québécoise? C'est une espèce de projet latent du mouvement indépendantiste québécois depuis longtemps. Puis finalement, c'est la CAQ... Le PQ a déjà présenté dans le passé... Oui, il y a un gars du PQ. Il y a un constitutionnaliste de l'Université de Montréal, Daniel Turp, qui est un sympathisant du mouvement indépendantiste québécois, qui fait la promotion de ça depuis des années. Mais l'idée, ça a toujours un peu été d'essayer d'organiser un mouvement collectif, social, unificateur, puis de faire une assemblée constituante, ou de faire un référendum, ou de faire une consultation populaire. Mais là, ce qu'on a eu à la place, c'est Simon Jolin Barrette, dans la meilleure tradition caquiste, qui a, semble-t-il, avec la compagnie de Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke, qui a écrit une constitution en catimini dans son bureau, puis est arrivé avec un projet de loi. Un soir de semaine chez eux. À moins d'un an des élections, avec des sondages à 16 % alors que tout le monde les déteste ou à peu près dans la province de Québec, ils ont dit, on va faire une constitution québécoise. Constitution qui est en réalité rien d'autre qu'un projet de loi là, ordinaire. Le Québec n'a pas l'indépendance, n'a pas une structure constitutionnelle qui lui permet de faire des propositions comme celle-là. En réalité, c'est une loi qui va porter le nom de Constitution, mais qui pourrait être modifiée par l'Assemblée nationale de façon majoritaire et qui regroupe essentiellement, de façon assez simple, en fait, le mode de fonctionnement actuel des institutions, puis un certain nombre de modifications, comme l'institution d'un conseil constitutionnel qui ferait des recommandations, des avis juridiques sur demande du gouvernement du Québec, et puis qui aussi... consolide l'énonciation de certains principes laïcards typiquement caquistes, dans un document constitutionnel qui fait vraiment la promotion d'une vision, disons, contre le multiculturalisme de l'organisation sociale. Donc, le modèle d'intégration québécois, la laïcité républicaine, la primauté de principes comme l'égalité entre les hommes et les femmes sur le principe de liberté religieuse qui est enchâssé dans la Constitution canadienne. Et concrètement, ça ressemblerait à quoi, ça? Quand on dit ça, la primauté de la
l'égalité homme-femme sur la religion. Qu'est-ce que Ben, d'ailleurs, il y a Farnell Morissette, hein, ce commentateur sur le web, qui dit c'est peut-être dommage pour les catholiques qui ne veulent pas ordonner des femmes, mais un tel principe pourrait leur mettre des bâtons dans les roues aux catholiques, là, d'une manière. Est-ce que vous pensez que ça se peut? Écoute, on ne sait pas trop. Là. Évidemment, lui, il faisait référence probablement au fait que dans l'Église catholique, il y a seulement des hommes qui peuvent devenir prêtres, pas des femmes. Exactement. Et donc, on pourrait dire que l'Église catholique est intrinsèquement misogyne ou elle ne respecte pas l'égalité entre les hommes et les femmes, et que par voie de conséquence, elle devrait être interdite ou se voir obligée de changer ses pratiques par l'État, ce qui, évidemment, ne va pas arriver. Mais bon, on peut pas tout à fait savoir quelles vont être toutes les conséquences de ça, là, parce que l'idée, en fait, c'est d'énoncer qu'il y a des principes contradictoires, là, souvent, que les cours doivent appliquer dans l'interprétation du caractère juste ou injuste d'une loi. Ouais. Souvent, c'est de combiner des différents objectifs à la fois, la liberté religieuse et la liberté sexuelle, par exemple, la liberté d'orientation sexuelle. La liberté de que sais-je. La liberté de que sais-je. Mais bon, dans ce cas-ci, l'idée, c'est d'énoncer la suprématie d'un principe sur l'autre, de telle sorte que jamais on va permettre l'apparence ou l'existence d'une discrimination sexuelle au nom de la liberté religieuse. Comment ça va se faire dans le processus juridique, je ne sais pas exactement. Mais il y a aussi des trucs plus concrets, là. Le gouvernement, notamment, à travers cette constitution-là, veut enchasser le droit à l'avortement et le droit à l'aide médicale à mourir comme Ce des qui est quand principes même constitutionnels. surprenant, non? Ben, d'une manière. oui et non, là, mais... Ben, un peu d'une manière. C'est quand même des choses très particulières inscrites dans une constitution. Là. Ouais. Normalement, une constitution, ça dit comment le pays est runné. Comment on run le show. C'est qui décide, pourquoi, puis quels sont les processus. C'est ça. Là, il y a une section là, dans la constitution proposée par Jeanne Borel là-dessus, elle est relativement courte puis relativement imprécise. Là. Il est question du premier ministre de l'Assemblée nationale, mais tous les rouages ne sont pas détaillés de façon très précise, si bien qu'on peut imaginer, en fait, un pays qui aurait un mode de gouvernement assez différent du nôtre à partir de ce qui est écrit là-dedans. Mais on est très précis sur des questions comme l'avortement ou l'aide médicale à mourir, qui sont des développements récents dans notre société, comme si c'était, par principe, supérieur au guide de l'opérateur, au guide de l'utilisateur des institutions politiques. Mais d'ailleurs, il y a certaines franges féministes qui ne sont pas du tout d'accord. En fait, est-ce qu'on enchasse le droit à l'avortement dans une constitution, non? Oui, tu nous disais ça dans l'émission. Oui, bien, ça, c'est une bizarrerie, là. C'est-à-dire que là-dessus, on se rejoint d'une certaine façon, là, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a pas de loi encadrant l'avortement, là, que ce soit au Canada ou au Québec. Ça, on est là. dans un vide juridique. On est dans un vide juridique. Fait que cette idée de mettre dans la Constitution le droit à l'avortement, pour certaines féministes, ça veut dire comme finalement qu'on en fait une loi et qu'il y aurait l'occasion d'en discuter, l'occasion de la remettre en question. Puis c'est pour ça que, paradoxalement, parce que ça peut surprendre, là, que des féministes s'opposent au droit à l'avortement, mais en fait, ils s'opposent à ce que ça soit encadré juridiquement. Là. Ces féministes-là... De peur que ça mette des limites d'une manière ou qu'on doive mettre en mots des choses... Dans leur logique à elles, je pense que c'est intelligent, là, au sens où si on veut vraiment pas toucher à l'avortement au Québec, moi, je pense que c'est... Elles veulent éviter que la question soit correct, judiciarisée, puis si c'est inclus dans C'est ça, parce que ça crée un précédent qui permettrait de légiférer dans un sens ou dans l'autre, éventuellement contre l'avortement dans le futur. C'est ça. C'est comme ouvrir la discussion. Puis ces féministes-là préféreraient qu'on n'en parle juste pas puis qu'on laisse les choses comme elles sont. D'ailleurs, concernant l'aide médicale à mourir, qui veulent aussi enchasser dans cette constitution, Vivre dans la dignité faisait une remarque intéressante à l'effet que pourquoi avoir mis de l'avant l'aide médicale à mourir plutôt que les soins palliatifs? Certains disent, moi j'ai vu quelqu'un dire, c'est plus facile de demander le droit à l'aide médicale à mourir que le droit d'être soigné dans la dignité. Là, il y a quelque chose de... Pourquoi pas, tant qu'à faire, tant qu'à mettre, comme tu dis, des détails qui ne concernent pas nécessairement la façon dont la Constitution est faite, dont les pouvoirs sont Déjà, on serait organisés. plus proche de la nature d'un État fédéré au Canada. Un État fédéré au Canada, une province, ça a la juridiction en matière de santé, d'éducation. Ce ne serait pas anormal qu'il y ait des dispositions relatives aux droits et devoirs des citoyens par rapport à ces questions-là, qui sont très importantes et qui sont en fait l'essentiel des dépenses de l'État. Mais pourtant, on a choisi de prioriser des questions de ce genre-là. Je ne sais pas si le gouvernement s'attendait à s'attirer la sympathie d'une partie de l'électorat avec ça. Quoi qu'il en soit, on sait maintenant que l'opposition est frontalement opposée à l'affaire. Le gouvernement n'est pas contraint d'avoir le soutien de l'opposition. Il pourrait aller de l'avant avec sa Constitution, la voter à la majorité, puis ça finirait là. Puis je veux dire, on aurait un acte manqué politique extraordinaire quand même, parce que tu as une espèce de mouvement national depuis des décennies maintenant au Québec qui peine à se matérialiser. Puis là, ça aboutit dans une espèce de projet de loi écrit en cachette. Mais qui pourrait être corrigé quand même, non?
Oui, mais en cela, il n'est pas une vraie constitution. Il pourrait être corrigé très facilement, changé constamment par des amendements à la majorité. Parce que le principe d'une constitution, c'est que ça soit là, c'est immuable, ça change pas. C'est pas absolu, mais normalement, une constitution, on ne peut pas la modifier aussi facilement qu'on peut modifier une réglementation ou une loi. Normalement, par exemple, au Canada, si on veut modifier la constitution, il y a certains aspects qui ne peuvent être modifiés qu'en incluant une proportion énorme de la population avec l'appui d'une proportion énorme du nombre de provinces. Donc ça, c'est très difficile, voire impossible à faire. Peut-être qu'il y a un excès de ce point de vue-là, mais normalement, c'est censé être quelque chose qui dure. Si c'est une simple loi provinciale, je veux dire, le gouvernement qui suivra pourrait, en théorie, adopter une loi qui abolit cette constitution-là, puis on se retrouverait à la case départ. C'est-à-dire qu'au Québec, maintenant, on en a une de constitution, même si on n'a pas un document qui la consolide. Je veux dire, on a un ordre de gouvernement qui est le fruit de plusieurs documents législatifs. Et celui-là, son utilité n'est pas tout à fait claire. Vous auriez mis quoi, vous, dans une constitution? Je ne sais pas, mais en tout cas, sûrement pas l'aide médicale à mourir. Puis un des points qui me fascine, quand vous parliez justement d'inclure les soins de fin de vie plutôt que l'aide médicale à mourir en elle-même, je trouve que c'est intéressant parce que le choix du gouvernement, c'est de légiférer finalement dans un sens avec l'avortement puis dans l'autre avec l'euthanasie en faveur du droit finalement à disposer de certaines vies jugées inutiles ou, disons, dérangeantes pour certains. Et c'est drôle parce que tout l'argumentaire qui nous a poussé à accepter l'euthanasie, ça a été justement d'en faire une aide médicale à mourir, donc un soin. Et ce qu'on nous disait dans les commissions parlementaires, pour les avoir beaucoup écoutés, c'était que c'était un continuum de soins, en fait, puis que c'était comme le sommet du soin, finalement, c'était de donner la mort à des gens qui sont mourants ou même pas vraiment mourants, parce que de toute façon, aujourd'hui, on peut consentir de manière différée et tout ça. Donc, c'est assez curieux, finalement. C'est comme si le même gouvernement qui nous a vendu cet argumentaire se démasquait lui-même en disant, ben non, mais finalement, on a le droit de disposer de certaines vies. Puis un autre point qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'on essaie d'une part d'affirmer notre héritage français, mais en conservant tout, comme disait Benjamin, d'un système britannique qui marche grosso modo sur des conventions non écrites. Je veux dire, même dans la Constitution canadienne, je ne suis pas même sûr qu'on mentionne une fois le rôle de premier ministre, alors que c'est quand même le personnage central de notre gouvernement. Mais... Il y a des petits efforts créatifs amusants. Là. L'idée, ce serait que le lieutenant-gouverneur, par exemple, on cesserait de l'appeler comme ça, on l'appellerait l'officier du Québec. Donc, il y a un whitewashing qui se poursuit. Ben, moi, je trouve ça assez drôle, mais il y aurait pu avoir des efforts intéressants dans la direction, par exemple, d'une plus grande subsidiarité puis d'un gouvernement plus localisé qui implique davantage les citoyens là, dans l'activité politique. On a déjà eu, par exemple, une seconde chambre au Québec, une chambre haute, le Conseil législatif. On aurait pu la rétablir avec une chambre qui est davantage axée sur la représentativité régionale, par exemple. C'est une proposition qui est faite régulièrement puis qui n'a pas été retenue. Mais le Québec aurait l'autorité de se donner un moyen comme celui-là pour favoriser un gouvernement plus subsidiaire dans une culture très centralisée politiquement. Ça aurait été un développement intéressant. Là, on a choisi de résumer comment les institutions fonctionnent sans les modifier d'une façon significative. Le Conseil constitutionnel, c'est un organe essentiellement consultatif, puis de faire un énoncé de principes essentiellement ceux du programme politique de la CAQ. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir qu'est-ce que ça va occasionner comme conséquence pour, entre autres, les chrétiens et les catholiques au Québec, là, mais je pense que le temps va nous dire, surtout en ce qui a trait à la laïcité, ça semble renforcer certains, comme tu l'as dit, de certaines perspectives laïcales. Probablement l'objectif le plus important de cette constitution-là, c'est de renforcer la laïcité québécoise. Là, puis on voit que c'est un objectif qui est maintenant partagé par des opposants comme ceux du Parti québécois. On va prendre une pause, puis justement, on va aller parler d'un mouvement vers le conformisme, qui n'est peut-être pas si étranger à cette constitution de la CAQ. Laurence, tu as lu NPC, Essai sur la fabrique du conformisme de François Fournier. François Fournier, qui est un commentateur politique, un des deux autres du balado, Yann et Frank aussi, qui est connu sous le nom Frank le dédomiseur, qui étudie en philo comme toi. Oui. Et puis là, il a auto-édité cet essai qui est numéro 1 des ventes de livres en français sur Amazon Canada. Donc, 500 copies vendues en 3 jours au début. NPC, là, en un mot, c'est quoi, Laurence? Parce que c'est un peu compliqué à comprendre pour des gens qui ne jouent pas à des jeux vidéo. C'est ça. En français, ce serait le personnage non-joueur, PNJ. C'est les personnages secondaires qui n'ont pas trop de personnalité. C'est ça. Donc, essai sur le conformisme, parce que des NPC de jeux vidéo, c'est un peu représentatif du conformisme. Moi, je connaissais pas ça avant de lire le livre, mais c'est un mime à la mode. Là. C'est cette espèce de... les joueurs, les personnages non-joueurs qui suivent la masse, qui suivent la machine. Puis François Fournier a écrit ce livre-là en partie après l'élection de Mark Carney, là, des libéraux, parce que ça l'avait beaucoup frappé. Puis c'est vrai que c'était frappant, là, cette espèce de mouvement de masse qui rejetait les libéraux, puis à coup de
slogans, là, il a tombé un beau CV, puis des choses comme ça. Là, toutes ces NPC, il y a un peu une face de... Marc Carney, il y a un peu une face de NPC. Oui, c'est probablement. Surnommé NPC. Probablement. Non, mais moi-même, on me dit que j'ai l'air d'un NPC. Ah, c'est pas nous qui le disons. Non, c'est ça. Puis ça l'avait frappé, puis il a voulu écrire un livre sur ce sujet-là. Là, lui est plus à droite, mais finalement, il dit que ça se retrouve partout, là, ces espèces de mouvements de masse où les gens se rallient à une cause, à un parti politique, sans trop savoir pourquoi. Là, Celui est dans une droite libertarienne, donc primauté de la liberté individuelle, de l'individu sur l'État, dans le fond, du libre marché par rapport aux interventions il est de plus l'État. de droite, mais pas de la droite religieuse. Exactement comme tu as dit, là, il va défendre un État plus petit, qui se mêle moins de nos vies, là, donc plus de liberté individuelle. Puis ça se ressent dans son essai, qui est intéressant parce que, bon, il nous parle d'études en psychologie, de sociologie, il nous parle de philosophie, les chapitres qui m'ont le plus intéressé. Mais ça se ressent dans son essai où l'insistance est mise beaucoup sur l'individu, sur la liberté de penser, sur l'esprit critique, plus donc, penser par soi-même. Penser par soi-même. Ce qui est une bonne chose en encourageant la philosophie, non? Ben, c'est qu'a priori, on peut pas être contre ça, on dirait. Là. On se dit, ben oui, là, moi, je veux pas suivre la masse comme un personnage non-joueur, là, comme sans liberté. Je veux pouvoir prendre mes décisions par moi-même. Non, mais tu sais, Laurence, c'est bien beau tout ce que tu dis là, mais même dans une société démocratique comme la nôtre, ultimement, il y a très peu de gens qui décident, puis beaucoup de gens qui doivent suivre. Donc, c'est pas mauvais qu'il y ait des conformistes, non? C'est vrai. Mais le texte principal de son livre, c'est Qu'est-ce que les Lumières, là, d'Emmanuel Kant, où Kant adresse ce problème-là. Il va dire il y a deux usages de notre raison, un privé puis un public. Par privé, il entend le fait que, par exemple, on est citoyen, ou le fait qu'on est un policier, ou le fait qu'on est un avocat, ou même un prêtre dans une église. Puis là, à ce moment-là, pour la société elle-même, le militaire ne va pas remettre en question les ordres de son chef. La nouveauté qu'a introduit Kant, puis avec laquelle je suis pas sûre d'être en accord, c'est qu'il va dire que, mais dans un usage public, en tant que savant, chacun de ces personnages-là, chacun de ces personnes-là est libre de donner sa propre opinion puis d'avoir son esprit critique. C'est-à-dire le prêtre, par exemple, quand il exerce les sacrements ou quand il prêche à l'Église, se conforme au magistère. Mais en tant que savant, en tant que personne, en tant qu'individu, il a le droit de s'opposer à l'enseignement même du magistère. Puis à ce moment-là, le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» au pluriel, c'est important, de Kant, en fait, on voit que c'est une ouverture vers ce qui est plus le protestantisme, en fait, que le catholicisme, c'est-à-dire une ouverture à ce que l'individu soit le juge de toutes les institutions. Peut-être pas dans la pratique parce que la société, il faut qu'elle fonctionne. Là, Kant va dire il nous faut un roi qui dit « obéissez », au sens où vous suivez mes ordres, mais pensez par vous-même. Une espèce de liberté intellectuelle. Autrement dit, on peut tous émettre des opinions, mais à un moment donné, il faut savoir se ranger en ligne. C'est ça. Mais là où je suis moins d'accord, c'est ça, c'est que finalement, dans cette exaltation-là de la pensée individuelle, en fait, qui n'est pas questionnée par François Fournier, là, qui est un peu un conformisme de notre époque, parce que sans le savoir, beaucoup d'entre nous, Tocqueville va dire ça, on suit la méthode de Descartes sans l'avoir lu. Qu'est-ce que disait Descartes? Bien, justement, Descartes disait... Maintenant, je vais de tout remettre en question, de tout remettre la tradition envers lui, puis de dire, c'est moi, le je qui est au centre et le je qui va penser par moi-même. Mais moi, je suis pas sûre que l'individu fonctionne comme ça, c'est-à-dire... Il n'y a rien de plus conformiste de vouloir ne pas être conformiste aujourd'hui. Bien, c'est beaucoup la pensée moderne, sans qu'on s'en rende compte, qui nous a influencés. Puis je pense pas que les anciens, ou l'Église non plus, ne pensent pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance, au contraire, de la tradition qui nous élève. Il y a ce fameux proverbe... nous sommes des nains, mais nous sommes sur des épaules de géants. C'est-à-dire, nous sommes petits dans cette histoire-là de la connaissance de la vérité. La vérité étant un mot, je trouve, qui n'est pas beaucoup employé dans l'essai, qui est plus tourné vers la liberté de penser plus que la connaissance de la vérité. Et moi, je pense que pour connaître la vérité, il est nécessaire, des fois, de dire « je ne comprends pas quelque chose, mais je me fie à la personne devant moi qui est plus sage, à la révélation et à l'interprétation de cette révélation-là, pour nous, catholiques. » Puis c'est ça que je trouve... c'est ce que je trouvais intéressant là, à voir dans le livre de François Fournier, qui est bien écrit, là, avec documenté, mais qui, en même temps, reprend beaucoup les exigences de la pensée moderne, peut-être sans le savoir complètement. C'est un peu une manière de critiquer le fait qu'au Québec, on soit très... on pense beaucoup en troupeau, là, en fait. On a des mouvements de masse. Moi, je trouve que c'est une de nos plus belles qualités. Puis à ce moment-là, il suffit d'aller dans la bonne direction après. Ouais, après, mais après, il y a un aspect intéressant, c'est que lui-même note que les religieux attachés aux traditions sont moins à la merci des modes.
Parce que, tu sais, finalement, la pensée de masse, comme cette réélection-là de Mark Carney, des fois, c'est comme juste quelques dictons où tout le monde se met à faire du yoga ou tout le monde se met à élire les libéraux. Tu sais, il y a comme quelque chose qui pogne comme ça. Tandis qu'il reconnaît lui-même, François Fournier, que des fois, dans les religions millénaires, dans les traditions, il y a un empêchement à ces modes éphémères. Donc, NPC, essai sur la fabrique du conformisme de François Fournier. C'est disponible sur Amazon. Merci, Laurence, de l'avoir lu pour nous. Ça fait plaisir. On va prendre une pause parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Il faut suivre la mode télévisuelle. Alors, à tout de suite. Nous voilà. Michael Grenier, tu as collaboré à notre numéro spécial d'automne sur le thème du récit. Tu signes un article qui s'appelle « Se reconvertir à l'oral ». C'est une drôle de formulation. Est-ce qu'on doit se reconvertir à l'oral selon toi? Bien, en fait, je constate que c'est ce qu'on fait. D'abord parce qu'il y a eu... C'est pas toi qui as choisi le titre, là? C'est moi qui l'ai choisi. Ah oui, OK, ça a été retenu par le chef de pupitre. C'est ça, même Benjamin Boivin a trouvé que c'était suffisamment bien pour que ce soit ainsi publié. Ou j'avais pas de meilleure idée, mais bon. C'est rare qu'il gagne. Moi, si tu savais le nombre de fois qu'ils ont massacré mes titres. En tout cas, une prochaine fois, j'espère. Mais en tout cas, non, le « entre parenthèses », c'est bien de mon cru. Généralement, j'intitule mes articles comme ça. Mais reconvertir, pourquoi? Parce que... d'abord, il y a convertir, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent grâce à la révolution de l'oralité à laquelle on assiste. Mais aussi s'y convertir à nouveau parce que... Tu veux dire qu'ils se convertissent, mettons, au christianisme parce qu'ils entendent des influenceurs... Oui, merci. Tu précises ma pensée, James, parce que, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui se convertissent au christianisme, mais aussi à différentes idéologies, à des kitsch politiques, là, comme le dénoncerait sûrement François Fournier, grâce à l'oral, aux reels, aux shorts, aux balados qui se diffusent. Mais je dis reconvertir, pourquoi, en parlant de l'oral? Parce que, dans l'Antiquité, puis jusqu'à l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, puis même, on pourrait étendre à l'alphabétisation massive des gens dans les pays développés, c'était l'oral qui était le principal mode de communication. Les gens n'avaient pas accès à des textes ou encore n'étaient pas capables de les lire. Donc, la grande conversion, je dirais, à l'oral, à l'écrit plutôt, se passe, progressivement dans les derniers siècles. Sauf que là, on est comme devant... une nouvelle conversion à l'oral, puisque, avec le téléphone intelligent, c'est comme très facile de consommer et en masse du contenu qui est en grande partie oral. Là, c'est ça. Est-ce que c'est vrai et pas, là, parce que c'est vrai qu'on lit moins, par exemple, des romans ou du texte continu, disons, mais je pense qu'on écrit plus que jamais. On passe notre temps à s'écrire entre nous des petits textes mal écrits, plein de choses. Mais constamment, on interagit. C'est de la grande littérature pour certains. Oui, il y en a qui vont faire ça. OK. Mais c'est comme si, c'est vrai, la technique nous facilite tellement d'écrire et de parler qu'on le fait à outrance, finalement. D'une manière médiocre. C'est ça. Je veux dire, même on appelle, par exemple, au CLSC ou chez son fournisseur téléphonique, puis tous les appels sont enregistrés maintenant. On a la capacité de faire ça, c'est incroyable, mais tous les appels sont enregistrés à des fins de qualité, de non-intimidation, de formation, je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose comme d'abusif qui a pris place, mais parce que ça nous est possible. Puis c'est comme s'il se passait un peu la même chose avec l'oralité, là où auparavant, il y avait quelques chaînes de radio, puis ensuite de télévision, mais il y avait comme une abondance, vraiment... Mais est-ce que c'est pas mieux l'oralité d'une manière que l'écrit? Bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça suit plus le cours naturel de la pensée. Il suffit de voir qu'il est beaucoup plus facile de parler, par exemple, ou d'écouter que d'écrire ou de lire. Je veux dire, la pensée orale est plus diffuse, alors que l'écrit exige qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse d'abord, qu'on ficelle ses idées. Bon, il y a comme un travail qui est fait en amont. C'est plus relationnel d'une manière? Mais l'écrit aussi, c'est le... Je veux dire, à l'origine, on l'oublie, là, mais les mots écrits sont les signes des mots sonores. T'sais, au sens où c'est pour signifier les mots sonores dans notre tête, puis les mots sonores sont le signe privilégié pour exprimer nos idées. Au sens où, quand je dis une idée, là, par exemple, je sais pas, le mot nature ou amour ou liberté, c'est bon que le signe soit éphémère, parce que c'est comme cette histoire de quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, il faut que le signe passe temporellement, dans le cas des mots sonores, pour que l'intelligence mette son attention non pas sur le signe, mais sur le signifié, puis dans ce cas-ci, le concept. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que le mot sonore est plus proportionné à la pensée. Et Aristote va dire que le sens de l'ouïe est le sens le plus propre à l'apprentissage, là, de ce point de vue-là. Mais toi, tu dis attention, par contre, dans une culture où l'oralité a beaucoup de place, il faut faire attention
à ne pas trop s'en mettre plein les oreilles. Bien, il y a un risque de boulimie. Là. Il n'y a pas si longtemps, vous écoutiez la radio la nuit, mais il y avait juste Fabi la nuit, ou la télévision, c'était toutes les lignes colorées. À Radio Galilée. Mon père écoutait la chaîne sportive là, la nuit pour s'endormir. Mais en fait, il y avait peu de programmation. Mais maintenant, la programmation, c'est quand je veux, où je veux, ce que je veux. Donc, et je peux même consommer des choses qui ne sont pas produites dans mon pays, par exemple. Ouais. Donc, ça m'éloigne. Il n'y a pas des lieux communs comme à l'époque des grandes chaînes télévisuelles ou des grandes chaînes radiophoniques. Donc, chacun peut s'enfermer un peu dans ce qui lui plaît. Donc, je pense que ça peut nous éloigner des gens qui, géographiquement et politiquement, sont les plus proches de nous. Puis aussi, il y a toute une série de retombées politiques grâce à ça. On a vu, par exemple, Donald Trump a fait le choix d'aller voir Theo Von, d'aller voir tous les podcasteurs les plus célèbres, Joe Rogan. Un choix qui a été payant. Très payant, parce qu'il y a toute une série, spécialement les jeunes hommes de 30, 35 ans et moins, qui s'informent grâce à ces balados-là et qui ont voté pour Donald Trump. Et maintenant, nos politiciens vont voir Olivier Primo. Ouais, mais il y a aussi il y a un effet comme de parasocial ou qui singe la relation là-dedans. Là. Moi, j'en écoute beaucoup des balados. Là, puis je pense que pour bien des gens, c'est comme ça simule la présence de personnes réelles dans leur vie. Ça crée le sentiment d'une relation, là, plus qu'un texte écrit là, qui est plus froid, avec lequel on a une moins grande proximité. Combien de personnes qui aiment la littérature disent avoir un échange avec les auteurs? Mais je pense que de façon plus primaire, l'oral il faut approfondir pour ça. Puis c'est difficile. Ça crée l'effet d'une conversation sans qu'il y ait de conversation, finalement. Tu sais, par exemple, pour se convertir, là, on peut bien se convertir en écoutant des balados, mais si on est capable d'avoir un échange avec une personne qui a cette conviction-là, qui peut répondre à nos questions et non celle de la boîte courriel. Saint Paul dit la foi vient de la prédication, c'est-à-dire de la parole. Là. Ah oui, c'est ça. La Pentecôte, c'est des langues de feu. Je vois bien qu'il est descendu des langues de feu littérales, mais c'est aussi la langue qu'on a dans la bouche pour parler qui s'enflamme, donc pour justement prêcher. Donc, c'est un peu le sens de ça. Et c'est plein de bienfaits. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le champ lexical de convertir là, pour mon titre. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent grâce à ça, mais qui, par le phénomène des algorithmes, se ramassent souvent à voir finalement une toute petite facette de ce qui est vraiment l'Église. Puis je prends l'Église vraiment dans un sens large, avec nos frères baptisés protestants ou orthodoxes, qui disent toutes sortes de choses, finalement, mais qui ne sont pas nécessairement représentatives de ce que l'Église universelle dit. Même dans l'Église, il y a des gens plus traditionnalistes, d'autres tellement libéraux qui déforment la doctrine ou les enseignements sociaux de l'Église. Donc, ça peut être très difficile de s'y retrouver. Là aussi, vous rentrez dans une paroisse, il y a comme une mosaïque de croyants, puis tout le monde s'ajuste, les pierres qui se frottent se polissent. Puis... Mais c'est ça, la contrepartie des langues de feu, c'est Babel, c'est la tour de Babel, où il y a plein de langues, plus personne ne se comprend. Effectivement, c'est ça. Puis c'est un peu l'environnement, je trouve, dans lequel on est présentement avec ça. Donc, ça demande un certain discernement, parce que c'est sûr, il y a comme le danger de boulimie avec ça, finalement. Et puis, de dérive idéologique, je pense que c'est vraiment le pire de prendre, finalement, du contenu spirituel puis d'en faire des idées, une série d'idées. Donc, se reconvertir à l'oral, c'est en ligne sur leverbe.com. Puis, on peut aussi aller écouter votre émission « On n'est pas du monde » sur le thème du récit en lien avec le numéro spécial. Merci, Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Puis, vous deux, à une prochaine. Oui.